Détroit, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Hicham Gardaf est photographe. Il s'intéresse aussi au cinéma expérimental. Il vit à Londres, mais il est né à Tanger en 1989. Il a grandi entre Tanger, au Marchand, dans la maison familiale sur les bords du Détroit, et un village près de Larache, où ses parents avaient été mutés en tant qu'instituteurs. Il n'achèvera jamais ses études de sciences économiques, débutées à l'université Abdelmalek Saadi, un petit boulot aux Insolites, où il feuilletait les livres d'art, et une rencontre avec Marco Barbon la menèrent à s'imaginer une vie de photographe. C'est au Percolateur, à Marseille, espace ouvert par Barbon, que Hicham Gardaf rencontre Nathalie Locatelli, dénicheuse et créatrice de talent, qui dès 2013 lui organise sa première exposition personnelle à la Galerie 127. Il fut ensuite invité à la Cité des Arts de Paris en 2014, lauréat du prix de la Fondation Détreil en 2015 et sélectionné par l'Arab Fund for Art and Culture, lui occasionnant une résidence à Beyrouth entre 2015 et 2016. Sa carrière est définitivement lancée et assise. Il déménage alors à Londres pour élargir son horizon et y prendre pour épouse une jeune artiste sénégalo-polonaise, Maya. En 2017, Hicham Gardaf participe à une masterclass de la World Press Photography à Amsterdam. En 2018, la Galerie Delacroix de Tanger lui consacre une exposition personnelle, puis le Guest Project de Londres, à l'issue d'une résidence. Depuis 2021, il suit un master alternatif à l'Open School East pour les artistes confirmés. Il est aussi l'un des 5 finalistes de la 7e édition du prix de la Fondation Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia, le MAST de Bologne, qui produit son nouveau projet sur les vendeurs ambulants à Tanger, raison pour laquelle on le retrouve aujourd'hui dans sa ville natale. Hicham Gardaf, bonjour. Nous sommes au Nord-Pinus, dehors il y a de la tempête. C'est vraiment une ambiance tangéroise d'été, avec beaucoup de chergui. Hicham, tu es devenu un petit peu le photographe tangérois. Tu habites maintenant à Londres. Qu'es-tu venu faire à Tanger ces derniers jours ? Je suis venu travailler sur un nouveau projet qui était sélectionné pour un prix organisé par la Fondation MAST à Bologne et qui sera présenté en janvier 2023 à la Fondation. La Fondation elle est spécialisée dans le monde de l'industrie et de la technologie. Et donc le prix photo, il est aussi lié au monde du travail et de l'industrie. Le projet sur lequel je travaille parle des vendeurs ambulants à Tanger, parle de la disparition de ces vendeurs, en particulier les vendeurs
du Javel. C'était un projet qui est né un peu spontanément. Un jour où j'étais chez moi dans ma chambre et j'entendais passer le vendeur du Javel qui faisait le son avec sa voix. Il y a des vendeurs de Javel qui appellent Javel, Javel, Javel. On entend ça dans la rue et on sait qu'il va passer et vendre. Le tien, il faisait quel son? Alors c'est assez particulier parce que je ne saurais pas le reproduire exactement, mais il fait par exemple et il y en a d'autres qui font un autre son, par exemple ya, ya, ya. Et donc tu sais à ce moment-là que c'est tel ou tel vendeur qui passe, tel vendeur ambulant qui passe. Oui, au moment où j'ai commencé à entendre attentivement les sons, la voix, en fait je reconnaissais qui était le vendeur. Et ça c'est intéressant parce que j'ai parlé à un autre vendeur de Javel qui était dans un autre quartier et qui m'a dit je comprends pas ce qu'ils disent ces gens-là. Et c'était intéressant parce que c'est les mêmes vendeurs qui reviennent ou qui passent ils font le même trajet tous les jours, passent par les mêmes rues ou le même quartier. Et il y en a qui l'ont fait pendant 40 ans. Et c'est comme ça que... donc moi, tu es dans ta chambre, tu entends donc j'entends cri. ça, et tout de suite ça m'a rappelé mon enfance où ma grand-mère me demandait d'aller chercher le vendeur de Javel et d'acheter du Javel. Et à ce moment-là, je me rappelle, en fait, si la personne ne s'arrêtait pas, il faut juste suivre la voie de la personne jusqu'à ce que je le retrouve. Une localisation par l'oreille. Ouais. Et du coup, moi, je trouvais ça intéressant. Ce qui m'intéressait, c'était la voix de la personne. Et j'ai eu cette envie, en fait, de faire un projet là-dessus. Mais ça m'est arrivé avant que je sois sélectionné pour le prix. Donc j'ai eu l'idée avant, mais c'est qu'au moment où j'étais sélectionné que j'ai proposé, en fait, ce projet-là, que j'imaginais en tant que vidéo, installation sonore dans un espace, et non pas un projet purement photographique. Donc il y avait ce côté sonore, mais aussi visuel, vidéo, qui m'est venu à l'esprit au moment où j'ai entendu la personne dans la rue. Pourquoi l'eau de Javel t'a soudain interpellé dans ta décision de photographe, de faire une œuvre photographique? Alors d'abord parce que c'est très particulier comme produit, en fait. À chaque fois je mentionne l'eau de Javel à quelqu'un ou je dis qu'il y a des vendeurs de Javel, ils sont surpris que ça existe comme boulot. Mais aussi le produit en soi, le Javel en tant que produit chimique m'a fait penser au procédé photographique un peu à la chambre noire où le Javel, en tout cas en anglais, bleach, ça fait référence à faire disparaître l'image. Donc, si on met du Javel sur la photo, on fait disparaître l'image. Et comme je parlais de la disparition de ces boulots, je trouvais qu'il y avait un lien intéressant là-dessus à développer. Comme je travaille toujours avec de la pellicule, le film que je vais faire, il sera fait avec du 16 mm. Donc je pensais aussi qu'il y avait moyen d'expérimenter avec le produit chimique, avec le Javel aussi dans le processus de création. Donc des correspondances par rapport à ton propre support.
ṣẹlẹ̀ mi gbọ́ dáadáa mi ì tí ì gbọ́ èsì. Tu dis que le métier de vendeur ambulant disparaît. Non, on en voit encore beaucoup. Toi qui habites maintenant à Londres, tu devrais te rendre compte qu'on a encore beaucoup de petits métiers au Maroc. Enfin, en tout cas, moi, enfin, le vendeur, enfin, du Javel, je me suis rendu compte, en fait, en commençant à chercher, essayer de rencontrer ces gens-là, je me suis rendu compte que c'était que des personnes âgées qui font ce travail. Des gens qui l'ont fait pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de jeunes gens qui font ce travail. Ce qui était intéressant, c'était en parlant à un vendeur, je me suis rendu compte qu'il y a eu un intérêt ou une espèce de demande de la part de la population avec le début, avec la pandémie en fait, avec le gouvernement qui encourageait les gens à nettoyer, à aseptiser leurs espaces. En fait, il y a eu une augmentation ou une demande sur le produit du Javel. Donc il y a eu des gens qui ont perdu par exemple leur boulot à cause du Covid, qui se sont mis à vendre par exemple le Javel. Et du coup, je trouvais aussi que c'était intéressant de parler de ça parce que ça représentait aussi notre époque en fait. Ça correspond aussi à l'époque où on vit aujourd'hui. Enfin, ça formait une transition et du coup, je trouvais que c'était intéressant. Tu travailles beaucoup sur les transitions et ça on y reviendra. Et pourquoi est-ce que tu continues à utiliser le support argentique et le film 16 mm? Ça devient très compliqué, non? En fait, c'était une question de hasard, soi-disant. Le fait que je me suis mis à travailler avec des appareils analogues, avec de l'argentique, avec de la pellicule. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à prendre des photos, c'était vraiment qu'un appareil numérique. Donc je n'avais pas du tout l'intention ou même le savoir-faire d'utiliser des appareils anciens. Et c'était un peu le hasard qui m'a mis dans cette direction avec mon appareil qui est tombé en panne et que je n'avais pas un choix d'acheter. J'avais pas les moyens pour acheter un nouveau appareil numérique parce qu'un bon appareil numérique ça coûte cher. Donc, mais un bon appareil argentique coûte cher aussi. Pas tant que ça. Un bon appareil argentique coûtera peut-être la moitié d'un bon numérique. Et du coup, à l'époque, j'avais acheté ça parce que ça me permettait de prendre des photos immédiatement. Malgré le coût de la pellicule qui est cher, mais au moins ça me permet de faire les choses, peut-être pas avec la même quantité qu'un numérique, mais au moins ça m'a permis de continuer à faire des photos. Et en fait, c'était un peu cette barrière, ou le fait que ça coûtait cher, qui m'a poussé en fait à être plus précis, plus attentif aux choses, c'est-à-dire si je devais prendre 20 photos, je prendrais peut-être 3. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai apprécié le procédé argentique, j'ai apprécié le fait du hasard, de la chance, des choses imprévues qui peuvent se passer, les accidents qui peuvent se passer en faisant des photos en argentique, qui m'ont aussi encouragé à garder ce médium-là. Et si aujourd'hui je continue à travailler avec ça, c'est aussi parce que j'apprécie le processus du travail, le fait qu'on ne peut pas voir les images tout de suite, par exemple, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Le fait qu'on peut faire les tirages à la main, par exemple, le rendu qu'on peut avoir avec un appareil, avec le procédé argentique qu'on ne peut pas obtenir avec un numérique. Donc il y a aussi un choix esthétique
pour lequel j'avais décidé de garder ce procédé. C'est un véritable choix esthétique très profond, avec finalement beaucoup de contraintes qui peut-être te poussent à être plus exigeant encore avec ton travail. Tout à fait, tout à fait. Alors toi qui es le photographe, en tout cas dans tes débuts, du suspens et du temps arrêté, qu'est-ce qui se passe qui fait que d'un seul coup tu te lances dans le film? C'est nouveau. C'est nouveau, oui. Tu nous surprends même. Pourquoi le film? J'ai toujours rêvé, si je peux le dire, de faire des films. Mais mes inspirations, quand j'ai commencé la photographie, c'était souvent tiré du cinéma. J'ai appris en fait beaucoup en regardant des films. Et ça m'a toujours fait peur en fait, faire un film, parce que je pense que ce qui me faisait surtout peur, c'est de diriger les gens, de donner des ordres. Quand je dis je me lance dans le médium du film ou de la vidéo, ce n'est pas tout à fait pour dire que je fais du cinéma, mais ce que je pense que je fais, c'est du film d'artiste avec des budgets restreints. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai atteint un stade dans ma profession où j'avais besoin de faire plus que des photographies qui peuvent aller dans un mur. Et je me suis intéressé au médium du son et à l'image en mouvement, qui restent très, très proches de ce que je faisais. Enfin, de la photo, c'est l'élément du son qui est nouveau. Mais l'image en mouvement, c'est des photos. C'est aussi, ça reste quand même très proche de la photographie. Et du coup, j'ai fait mon tout premier film en 2021, qui était un peu un film expérimental, créé avec des images que j'ai filmées à fur et à mesure durant la pandémie, et qui m'a donné, en fait, en faisant ces films, m'a donné envie de faire plus de films. Et du coup, maintenant, je m'intéresse de plus en plus à ce médium. Mais c'est là que le cinéma expérimental est très proche, comme la vidéo, de la photographie et même des arts plastiques, quand le cinéma commercial traditionnel est beaucoup plus proche finalement du roman et de la narration. C'est pas du tout les mêmes problèmes. Entre le jeune Hicham Gardaf des années 2015 et celui de 2022, il s'est passé un mariage avec une jeune artiste sénégalo-polonaise, pleine de talent. Tu vis à Londres. Quelle est la différence entre Hicham Gardaf, qui allait dans les banlieues de Tanger photographier les immeubles esselés et en construction, et Hicham Gardaf aujourd'hui? Je précise qu'il y a une crise de goéland dans le ciel au-dessus de nous, qui crie très très fort. C'est la spécificité de Tanger maintenant. Est-ce qu'il y a une différence? Je pense que je suis toujours la même personne. Je crois, en allant vivre à Londres, il s'est passé deux choses. C'est-à-dire, la première chose, c'est que je me suis mis où je me suis introduit à une scène internationale que j'avais pas accès, j'avais pas rencontré avant. C'est-à-dire Londres, c'est une ville cosmopolite avec des très grandes institutions, galeries, et donc le monde de l'art à Londres n'est pas le même qu'à Tanger. Je me suis mis face à des modes de création, c'est-à-dire l'art qui se fait à Londres est très différent de celui qui se fait au Maroc. Quand je dis ça, c'est les formats que ça prend, enfin des formats plus expérimentaux, alternatifs, performatifs, que je connaissais pas en étant ici. Je me suis rendu compte en fait qu'il y a beaucoup plus d'artistes qu'il y a ici, qu'il y a de la compétition. Donc ça, c'est un monde que je connaissais pas avant. Enfin, j'étais au Maroc, j'étais à Tanger. La scène artistique, elle est très petite. Et donc, je pourrais dire que maintenant, il y a d'autres standards auxquels je me suis mis face. Et la deuxième des choses, c'est que le fait que j'habite ailleurs
fait que je vois les choses différemment de ce que, de ce que je les voyais avant. C'est-à-dire, maintenant, quand je reviens au Maroc ou à Tanger, je vois les choses différemment. Je me rends compte des choses que je prenais pour acquis avant et que maintenant je les trouve intéressants, etc. Donc ça a un peu changé aussi ma perception des choses. Alors que tu aurais pu très vite être dans une démarche institutionnelle, maintenant tu travailles beaucoup plus dans des réseaux alternatifs, communautaristes, transdisciplinaires. Est-ce que c'est juste ou c'est une impression fausse ? En fait, en habitant à Londres, donc cela fait 6 ans depuis que je me suis installé, je me suis rendu compte en fait que j'avais pas un lien avec la ville. J'avais quelques amis, mais je me sentais quand même étranger un peu, parce que j'ai pas fait des études là-bas, j'avais pas des amis à Londres, donc je me suis rendu compte en fait que j'avais besoin de rencontrer des gens, de créer un réseau, et ce qui m'a poussé un peu à postuler pour cette école qui s'appelle Open School East, qui à la base était fondée à Londres, localisée à Margate, qui est une toute petite ville dans le Kent, à 1h40 de Londres. Et donc j'ai postulé pour cette école principalement pour rencontrer des gens, comment dirais-je, expérimenter ou essayer de nouvelles formes de création, de travailler avec d'autres médiums. Au début, je ne connaissais pas le fonctionnement de l'école, comment ça marche, mais c'était super intéressant d'avoir fait cette école parce que c'est une école qui est assez particulière dans son format, où les artistes, parce que c'est un groupe d'artistes, de 13 artistes, qui dirigent le programme en décidant sur les artistes qu'on veut inviter. On a écrit un manifeste sur, par exemple, sur les valeurs qu'on a et qu'on veut, quand on invite quelqu'un, quand il y a par exemple un invité, il faut qu'il respecte par exemple ces valeurs-là. Une charte éthique. Oui, une charte éthique. Et donc toutes ces choses-là, c'était nouveau pour moi. C'était intéressant aussi par exemple, juste de discuter comment être inclusif, comment rendre l'art inclusif en pensant au langage qu'on utilise pour décrire une œuvre ou parler de notre travail, comment être inclusif en pensant aux personnes qui sont sourds-muets par exemple. Et donc il y a tous ces éléments auxquels je n'avais pas pensé avant et qui étaient importants pour moi. Et avec ces 6 ans de recul, maintenant, qu'est-ce que tu dirais de l'inspiration qui t'a été donnée par ton Tanger et ton Maroc ? Il y a toujours, je dirais, la lumière. C'est quelque chose qui m'a manqué, auquel au début je me suis pas rendu compte. Je me suis dit que ça m'a pas beaucoup affecté, mais à fur et à mesure, je passais du temps en Angleterre, je me rendais compte, par exemple, la lumière me manquait. Et ça, c'est quelque chose qui me marque à chaque fois que je reviens au Maroc. Il faut dire que tu es peut-être le photographe, la personne qui a le mieux saisi la lumière de Tanger.
Et moi, je le dis en tant que spectateur, en tant que public de ton travail. Après, il y a tout le monde, enfin le fonctionnement, la vie, comment elle fonctionne au Maroc, les modes de survie, tout ce qui est, oui, je dirais le mode de survie, comment les gens sont inventifs en fait. Et ça, c'est toujours inspirant, je trouve, comment on construit une chaise à partir de morceaux trouvés dans la rue, comment on bricole les choses. Je trouve ça très beau, enfin, je trouve ça toujours inspirant, enfin, comment dirais-je, cette capacité de produire des choses avec ce qu'on a. Alors, il y a 3 grands thèmes qui traversent ton œuvre. Est-ce que tu pourrais un peu nous les expliquer pour finir cet entretien? Tout d'abord, le territoire. C'est un peu un thème obsessionnel chez toi. Qu'est-ce que ça a été et qu'est-ce que ça devient? Oui, je pense, en tout cas, depuis le début jusqu'à présent, tous mes projets étaient liés au territoire, enfin au lieu principalement où j'habite. J'ai pas fait des projets, enfin à part quelques projets de recherche où je m'étais déplacé ailleurs, mais c'est souvent le lieu où j'habite, où je vis, qui fait l'objet de mes projets, le sujet principal. Et je pense au tout début, quand j'ai commencé la photographie, j'avais ce fantasme de voyager. J'associais la photographie avec le voyage. Et je crois que c'était souvent, ou c'était principalement à cause des livres que j'avais dû voir à l'époque, des photoreporters qui partent en voyage et qui font des reportages dans des lieux exotiques, pittoresques. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas voyager. C'est à ce moment-là où je me suis concentré sur le lieu où j'habitais. Et en fait, ça m'a pris beaucoup de temps pour réussir en fait, à voir mon lieu de vie ou d'où je viens, le voir avec une nouvelle perspective. Du coup, oui, en fait, je ne me rendais pas compte finalement que Tanger était un point géostratégique important, politiquement parlant, mais aussi un point de passage, par exemple. Et ça, c'est quelque chose auquel je me suis rendu... Enfin, je le savais, mais je n'étais pas conscient de ça. Enfin, je savais que Tanger était toujours un point de passage. Les gens venaient ici pour partir, souvent. Mais aussi, je me suis rendu compte, en fait, le lieu, un territoire peut être... l'espace public peut être un espace politisé. Je me suis rendu... je commençais à travailler sur, par exemple, les espaces publics auxquels les gens ont accès, comment ces espaces sont contrôlés. Et c'était un moment aussi, quand je commençais à travailler sur les transformations de la ville, je me rendais compte qu'il y a de moins en moins d'espaces verts, par exemple, d'espaces de récréation. Et c'est un peu aussi où je me suis rendu compte qu'il y a... En fait, comment ces espaces sont importants pour les gens de la ville et comment on peut changer les choses. Mais bon, je peux pas changer les choses, mais juste penser à ces questions-là était important. Enfin, elles sont devenues importantes. Mais tu es aussi un photographe de la transition. Je me suis intéressé, depuis le tout premier projet réalisé à Tanger, à la transition, ou plutôt à la périphérie, comme un lieu de passage, de transition, de perpétuel mouvement. Et c'était au moment où Tanger commençait à se transformer. Il commençait à se transformer bien avant, mais c'était au moment où le projet Tanger Métropole a eu lieu. Enfin, c'était le tout premier chantier qui ont eu lieu dans la baie de Tanger, au niveau de la baie de Tanger. Mais il y avait quand même une véritable nouvelle esthétique tangéroise qui s'imposait, une expansion urbaine sans précédent. Oui, et en fait, moi, je ne me rendais pas compte de cette transformation. C'est ça qui m'a poussé à aller voir ailleurs, en fait, à aller voir ce qui se passait en dehors du centre-ville. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte de cette transformation imprécédente de la ville. Et je me suis bien intéressé à cet espace en particulier, qui est la périphérie, principalement
par sa nature qui est toujours en mouvement. C'est un lieu où le futur de la ville est en question. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à travailler sur ce projet qui s'appelle Intersection. Essayer de voir l'intersection à la fois de l'espace urbain et de l'espace rural, mais aussi d'intersection entre la tradition et la modernité, enfin comment la ville est en train de muter. C'est aussi à ce moment-là qu'on passe de Hicham Gardaf, qui est un photographe, on va dire, du lyrisme du temps, du suspens, au réalisme documentaire. C'est un grand changement dans ton œuvre, dans ton travail. Oui, je dirais qu'à ce moment-là, mes projets prenaient une forme ou un aspect plus documentaire. C'était aussi au moment où j'ai fait la résidence ou le programme à Beyrouth qui s'appelait Arab Documentary Photography Program. Et donc c'est vrai que le programme était de nature documentaire et mon travail prenait aussi cet aspect-là. Après j'essayais toujours de travailler sur des projets à long terme, entre 1 an jusqu'à 3 ans pour réaliser un projet. Donc même s'il y a cet aspect documentaire, je portais une importance à cette question de prendre son temps pour réaliser des images. Let's take a ride, say goodbye to the city. Been here so long, I can't see it anymore. Been here so long, I can't feel it anymore. You know that it's alright. Getting the copy. We're gonna see ourselves tonight. When we're on the outside, it's so hard. There's never an easy way. There's nothing in this world. When we're on the outside, we had something going on, something beautiful, something that they can't spoil. But I don't see it now. I don't see you anymore. Dernier point, tu es un photographe de l'identité. Et chose qui nous surprend, c'est que de plus en plus, on se rend compte, ce que l'on aurait pu ne pas comprendre dès le début, que tu es un photographe social, où tu vois les arcanes des modifications du temps, ce que ça peut provoquer sur le peuple, sur les petites gens, sur les petites économies. J'ai jamais pensé en fait que j'étais un photographe social. Enfin, c'est peut-être il fallait juste le dire pour que je le réalise, mais c'est vrai que tous mes projets sont
inspiré de la réalité, des gens, des espaces sur lesquels j'habite. Et j'avais souvent du mal à travailler sur des sujets qui sont loin de mon entourage. C'est la première fois où je fais un travail personnel. Le travail que j'ai fait qui s'appelle FIG. Et c'est pareil, c'est deux mots rassemblés ensemble, c'est FIG et Fugue. Et c'est le projet de film que j'ai fait à Londres. Et c'est la première fois où je parle de mon expérience personnelle affectée justement par les frontières, par exemple, par mon identité personnelle. Et du coup, pour moi, c'était très difficile en fait de mettre mon histoire personnelle, la rendre publique, mettre ma propre expérience dans mon œuvre. Mais c'est bien ça le métier d'artiste. Oui, c'est bien. Bon, c'est juste pour moi, je fais pas des œuvres autobiographiques et c'était très difficile de me mettre. Je trouvais que j'étais très. Je trouve pas, désolé. Hicham Gardaf, merci beaucoup pour ce long entretien sur ce que tu fais récemment et ce que tu deviens. Je pense que rendez-vous est pris pour dans 2 ou 3 ans parler et actualiser un peu nos connaissances sur ton travail. Cet entretien a été réalisé au Nord Pinus où plein de gens passent. C'est un lieu très dynamique. Merci beaucoup. Merci de t'être prêté à ce jeu. Ce 5e épisode de Détroit était consacré au photographe Hicham Gardaf, venu quelques mois à Tanger, sa ville natale, afin d'y réaliser un projet de film pour le MAST de Bologne. L'entretien a été réalisé au Nord Pinus Tanger, où Simo effectuait la mise en place du restaurant et Anigo recevait ses clients et que nous remercions ici en juillet 2022. Numéro bricolé par Philippe Guiguet Bologne, tout droit réservé. Merci à Omar Metiwi pour les musiques des génériques, solo de lutte, extrait de son album Andalousie. Les musiques d'accompagnement ont été gentiment empruntées à Fela Kuti, Gentleman, et Tindersticks, Say Goodbye to the City, choisies par Hicham Gardaf.